Ce concert se passe en 2012, une année charnière pour la scène drill de Chicago qui venait tout juste de connaître un renouveau avec l'arrivée de Chief Keef, Fredo Santana ou encore Lil Durk, tous trois présents sur scène. Une époque qu'ils décrivent comme fun, malgré le fait qu'ils devaient faire face tous les jours à la violence dans les rues de Chicago. 10 ans plus tard, jamais les artistes de cette scène ne se seraient imaginé qu'un simple mouvement créé au milieu du chaos de Chirac aurait pu influer autant la culture hip-hop mondiale, faut le préciser. Et l'artiste de cette scène qui prospère le plus à ce jour, c'est Lil Durk. En plus d'avoir placé ses 3 derniers projets sur les 2 premières places du podium, il enchaîne les featuring avec les poids lourds de l'industrie comme Drake, ou encore comme Kanye West. Et il figure à ce jour parmi les artistes les plus streamés de cette année, les 10 premiers pour être exact. Cependant, le parcours de Lil Durk n'a pas été de tout repos. Entre la mort qui est omniprésente dans sa vie et sa carrière qui a failli aller droit dans le mur, on peut dire que le rappeur qu'on appelle la voix aurait pu facilement abandonner. Et pourtant, il a réussi. Et d'ailleurs, dans l'un de ses morceaux, il s'auto-baptise le Jay-Z de Chicago. Alors, je pense pas qu'on y est pour l'instant, mais pourquoi pas dans l'avenir. Et justement, dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui pourrait le freiner dans sa carrière. Ici, on va non seulement revenir sur son parcours tragique et victorieux, aussi bien au niveau de sa carrière, car il a fait un très beau comeback et c'est intéressant d'analyser justement comment il a réussi à revenir. Et bien sûr, on va parler de ceux qui le freinent aujourd'hui, donc toutes les tragédies qu'il a autour de lui, les nombreux morts, qui est la résultante de cette guerre à Chicago. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 99e épisode du Lifestyle Décodeur. Alors avant de commencer cette vidéo, j'ai 2 annonces. Première annonce, le site Iconic revient le 1er octobre. Il y aura des pré-lancements, ce sera intéressant. Site avec du contenu exclusif autour de la musique, la mode et un peu plus tard les réseaux sociaux. C'est la première chose. Et deuxième chose, là je m'adresse en particulier aux artistes de ma communauté, artistes dans la musique. Cette vidéo est en partenariat avec Dipster. Alors qu'est-ce que c'est Dipster? Dipster, c'est une plateforme de distribution qui te permet d'être distribué sur toutes les plateformes de streaming, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Apple Music, toutes les autres, même Tidal. Alors ok, je sais vous n'êtes pas nombreux sur Tidal, mais moi j'y suis et donc si tu veux que j'écoute ta musique, vaut mieux que tu sois aussi disponible là-bas. Alors le gros avantage de Dipster par rapport aux autres plateformes de distribution que je connais, c'est qu'en plus de leur site internet, ils ont une application mobile. Ce qui veut dire que tu peux uploader ta musique directement depuis ton téléphone et ça c'est un avantage sérieux. Alors chez Dipster, il y a 2 offres possibles. La première, c'est l'offre gratuite. Donc il est possible pour toi d'utiliser l'application mobile, tu la télécharges et tu uploads ta musique gratuitement donc sur toutes les plateformes. Dans ce cas précis, tu touches 80% de tes royalties et donc 20% qui revient à la plateforme. Donc ça c'est parfait pour les petites bourses. Fini de se limiter qu'à SoundCloud. Et il y a la deuxième offre, Dipster Pro, qui te permet de toucher 100% de tes royalties, moyennant donc un abonnement, à un prix qui est accessible. Et en plus d'être distribué sur toutes les plateformes de streaming, tu es aussi sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Snapchat. Donc si tu as un hit en réserve, tu sais à quel point les réseaux sociaux sont importants si tu as regardé aussi mes vidéos. Et donc pour finir, j'ai une offre pour toi. Pour toutes les personnes qui vont utiliser mon lien en description et qui vont s'abonner à l'offre pro, auront 1 mois gratuit. Donc si tu sais que tu as un Old Town Road en stock ou un autre hit du genre, c'est le moment. Utilise le lien dès maintenant dans la description. Donc maintenant que j'ai dit ça, je peux retourner à la vidéo. Sans plus attendre, on y va. Man, like, how far you want to go with this rap shit, man? I'm trying to go higher than Jay-Z, man. It's like... En 1993, Dante Banks, l'un des leaders des Gangsta Disciples de Chicago, se fait arrêter par le FBI avec l'équivalent de 8 millions de dollars en cocaïne. Une arrestation qui le conduira à la prison ferme pendant 22 ans. Étant le pourvoyeur, son arrestation fera un effet domino sur sa famille qui se retrouve sans ressources et qui par conséquent va sombrer dans la misère. Cette famille, c'est celle de Durk, Derrick Banks, aka Lil Durk, qui n'était alors qu'un nourrisson au moment où son père a été envoyé derrière les barreaux. Avec un enfant en bas âge et une situation qui se dégrade de jour en jour, la mère de Lil Durk décide de retourner vivre chez la doyenne de la famille, la grand-mère de Lil Durk. Il faut savoir que Lil Durk et ses frères avaient beaucoup d'argent avec son père, donc le choc a été énorme. We live in a 3-bedroom house, really 2. My grandma kept a room to herself. D-Thing had the couch.
Alright, the flu in the back. Durk grandit dans le quartier d'Englewood, du côté de la Normal Avenue, entre la 59e et la 67e, endroit qui a été rebaptisé Lam Run par les gangsters du coin. Alors, Lam Run, lorsque tu l'écris en arrière, ça fait normal, c'est vraiment du verlan très avancé. Hein. Englewood se situe à quelques minutes de Parkway Garden, dit O-Block. C'est de là d'ailleurs que les Black Disciples du coin ont créé une alliance. D'où le fait que Chief Keef citait souvent le nom du quartier dans ses sons. Et ça explique aussi pourquoi Durk a été aussi proche de Chief Keef, King Von, bref, de tout O-Block. On a tendance d'ailleurs à associer Lil Durk à O-Block, mais c'est à côté. Mais en tout cas, j'ai tendance à le faire. Dès son plus jeune âge, la réputation de son père le précédait. Et tous les gangsters du coin avaient tendance à lui raconter des anecdotes sur lui, comment il a réussi à gagner le respect de l'ensemble du gang. Et donc à cause de ça, pendant longtemps, Durk a voulu marcher sur ses pas. Mais au vu de l'issue du parcours de son papa, il a très vite compris que c'était pas une très bonne idée. I ain't gonna lie, I want to be just like him. Yeah, all the cars, all the bitches, all the furs, all the clothes. I'm like, damn, I want to be just like him. So when they took him down, he got locked up. I started looking like, damn. You know, I'm young, so I'm like, I thought it was right. Contrairement à ce que l'on peut croire, son enfance à Englewood était certes difficile, mais il y avait une vie de quartier. Et les habitants non concernés par la guerre des gangs étaient moins souvent qu'aujourd'hui des victimes collatérales de celle-ci. La situation a réellement commencé à se dégrader dans les alentours de 2006-2007, période à laquelle Durk est rentré au lycée. C'est vraiment sa génération qui a commencé à faire réellement n'importe quoi. À partir de là, les victimes collatérales des gangs vont augmenter sensiblement. Like, it started getting too crazy. Like, kids was dying, and it was getting, like, too crazy. Like, damn, you kill a kid. Like, sometimes kids were getting killed, like, on purpose. Lil Durk rejoint officiellement les Black Disciples au lycée et va donc lui-même prendre part à cette guerre comme tous les jeunes de son quartier. À l'âge de 17 ans, plusieurs événements s'enchaînent dans sa vie qui lui font se remettre en question. La première, il se fait arrêter pour port d'armes illégal et fait 3 mois de prison. Il reçoit peu de visites, peu de mandats et d'ailleurs même il reçoit assez peu de soutien de la part de ses gars. C'est là qu'il comprend que la vie dans la rue, ça va pas l'emmener très loin et c'est en prison qu'il commence à rapper. Et la seconde, il vient d'avoir son premier enfant et il ne veut pas qu'il grandisse sans père comme lui a pu le faire. Et donc dès sa sortie de prison, il se lance dans le rap. Durk devient Lil Durk et musicalement ça donne ça. Que tu sens l'influence de Lil Wayne là? Il faut dire qu'à ce moment-là, le style si particulier que l'on connaît de Chicago n'existe pas encore. Les gros artistes du moment, c'est Lil Wayne, Gucci Mane, Waka Flocka, etc. Donc tu sens qu'il est très influencé par cette vague-là et c'est tout naturellement qu'il propose quelque chose qui s'en rapproche. Avec la violence grandissant dans la rue, l'émergence des réseaux sociaux et les rappeurs qui poussent comme des champignons dans la ville, un nouveau style de rap propre au sud de Chicago émerge, c'est la drill. A drill means what? Drill can mean anything. Like a party, something. It's like it's cracking. Yeah. Et Lil Durk figure parmi les premiers artistes drill à se faire remarquer, notamment avec des titres comme Sneak Dissing, sorti en janvier 2011. Bon, on est encore au début du mouvement, la magie Young Shop n'a pas encore opéré, donc on est encore sur quelque chose qui se rapproche de ce que je t'ai expliqué plus tôt. Mais en termes de thématique et d'esthétique, ça commence à attirer l'attention des gens. Et sur YouTube, il monte jusqu'à 50 000 vues. À l'époque, c'était énorme. Il sort ensuite le morceau I'm a Hitter, 2 mois plus tard, qui continue à faire monter le buzz autour de lui. Alors si je dois être honnête, la popularité de Lil Durk arrive par effet ricochet car dans la même période, quelques blocs de chez lui, il y a un gars qui commence sérieusement à buzzer, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Ils ont des potes en commun, il a une attitude très particulière, il appartient au même gang, je te le donne en mille, son nom est Chief Keef. Chief Keef, c'est l'incarnation de la drill. C'est le genre de personnage qui dégage quelque chose de tellement fort et unique qu'il va très vite se hisser au rang de star locale, voire même de superstar pendant un court moment et mettre en lumière toute la scène drill dont Durk fait partie. Alors pour les gens, on va dire de ma génération ou les plus vieux entre guillemets, qui ne comprennent pas exactement pourquoi Chief Keef est aussi populaire, en fait, dites-vous que dans notre génération, l'artiste qui se rapproche le plus de Chief Keef en termes de popularité, c'est Cam'ron. En
fait, c'est des artistes qui arrivent et qui concentrent en eux seuls l'énergie de toute une ville, de tout un mouvement très populaire avec une attitude très forte. Cam'ron, c'est quelqu'un qui est hyper confiant, il a un style très particulier que tout le monde a voulu reprendre, il accompagne un nouveau mouvement, mais son run a été très court. Et ben Chief Keef, c'est exactement la même chose. Il a concentré en lui seul toute l'énergie d'une ville, tout un nouveau mouvement, mais son run a été court et il a marqué cette génération. Donc si vous comprenez pas trop, pensez à Cam'ron, parce que selon moi, ça se rapproche beaucoup en termes de popularité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On revient à la vidéo. Quand Chief Keef lance le label et mouvement GBE, Lil Durk, lui, lance OTF Records. Le nom du label vient directement d'un collectif de Lamron auquel il fait partie, qui signifie Only the Family, que tu peux traduire par que la famille. Les deux mouvements vont marcher main dans la main et seront cités côte à côte dans la plus grosse track du genre. À cette période, l'alliance de tous les rappeurs de Chiraq va créer un cercle virtueux pour tout le monde et leur permettre d'acquérir une notoriété nationale, voire même internationale. Et Durk est l'un des artistes qui va le plus contribuer à ce mouvement, mais également l'un de ceux qui va le plus en profiter. En août 2011, il sort sa première mixtape du nom de son single I'm a Hitter, qui signifie je suis un tueur. C'est très gay tout ça, je t'avais prévenu, c'est la drill. Fin 2011, il se fait une nouvelle fois arrêter pour port d'armes illégal et sera envoyé 3 mois en prison. À sa sortie en 2012, Durk est plus que jamais focus sur la musique. Il voit les opportunités qui sont en train de se dessiner en face de lui. Et donc, la même année, il sort sa seconde mixtape, I'm Still a Hitter, donc je suis toujours un tueur, qui alimente encore plus le buzz, notamment avec le single Hell's Anthem. Alors, je sais qu'aujourd'hui, quand tu fais Hell's, ça veut dire la lose, perdre, etc. Mais dans le cas de Lil Durk, ce n'est pas du tout ça. Hell's, ça signifie Lamron, le quartier d'où il vient. La track est aujourd'hui considérée comme un classique du genre. C'est l'une des premières tracks drill à posséder toutes les caractéristiques du street banger drill. C'est une diss track virulente à l'encontre de Lil Jojo. Il y a aussi un instru très inspiré de Young Shop, sans parler de l'esthétique du clip, les locks, la manière de bouger, l'effet de groupe, bref, de la drill quoi. Après ça, Lil Durk accélère son ascension et devient officiellement l'un des artistes drill de Chicago à suivre de près après Chief Keef. Après la frénésie qu'entraînent des morceaux comme Don't Like ou encore Hell's Anthem, Chiraq devient la ruée vers l'or. Et là, toutes les maisons de disques essayent de signer les artistes les plus en vue de cette scène. Et tu as même des pointures de l'industrie comme DJ Drama qui va s'intéresser donc à Lil Durk et c'est ensemble qu'ils vont faire une mixtape Gangsta Grills. Alors Gangsta Grills, c'est des mixtapes très importantes pour les rappeurs car c'est en général le projet qui annonce en fait que l'artiste en question va avoir une carrière très prometteuse. C'est souvent les artistes qui sont des rookies qui vont bientôt exploser et cette série de mixtapes était très populaire dans les années 2000. Tous les plus gros rappeurs que tu connais du sud sont passés par une Gangsta Grills. 2 Chainz, T.I., Lil Wayne, Gucci Mane, Young Jeezy. Plus récemment, tu as Lil Baby qui a eu une Gangsta Grills. Tyler the Creator a d'ailleurs sorti son dernier album Call Me If You Get Lost avec DJ Drama sous une Gangsta Grill et Lil Durk en a eu une. Et donc au moment où Durk fait sa mixtape Gangsta Grills avec DJ Drama, on sait ce que ça veut dire. L'artiste est sur le point de décoller. Et donc le nom de cette mixtape est Signs to the Streets. Et dans ce projet, tu as le fameux morceau This Ain't What You Want qui deviendra pendant longtemps son morceau référence. Dans la foulée, il signe chez Def Jam Records et French Montana devient en quelque sorte son mentor. Mais là où sa signature aurait dû être un excellent moyen pour lui de bâtir sa carrière, ça a été au contraire une grosse erreur de sa part qui aurait pu justement emmener sa carrière droit dans le mur. Dans cette seconde partie, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement et comment il a réussi à faire son comeback. Marketer un artiste est tout un art. Pour cela, ça demande d'être à la fois familier de la scène à laquelle il appartient et aussi des attentes de ce public. Dans le cas de Lil Durk, Def Jam n'avait rien de cela. Je m'explique. Alors comme je te l'expliquais lorsque le mouvement drill est arrivé et que des artistes comme Keef, Lil Weezy ou encore Durk ont explosé, les maisons de disques se sont ruées vers eux pour essayer de les signer. Et c'est le cas donc de Durk qui a signé chez Def Jam. Cependant, les maisons de disques n'ont pas réellement pris le temps de travailler sur une stratégie marketing qui corresponde à Lil Durk. Ils se sont contentés
décidé d'appliquer une stratégie qui existait déjà pour les autres artistes, un truc très lissé, très classique de rappeurs qu'ils ont pris et qu'ils ont appliqué à Durk. Il y a un format pour faire des superstars, et ils ont pris ce format-là, ils ont dit ok, Durk va rentrer dans ce format-là. Sauf que Durk, c'est un cercle et le truc, c'est un carré, donc ça ne correspond absolument pas. Prenons l'exemple de son premier album, Remember My Name, parce que tu peux clairement le voir. Tu as le morceau Club avec Jeremiah au refrain qui cible le public féminin. Donc comme tu peux le voir, c'est un gros clip avec beaucoup de budget, R&B, donc tu peux voir déjà les visages lissés, l'image au ralenti qui nous rappelle le glamour de ce type de clip, le côté vraiment sexy qui est censé attirer le public féminin, qui correspond en réalité pas du tout avec ce que Durk faisait. Là déjà il y a un gros décalage, mais le format chanteur d'R&B au refrain et rappeur et morceau qui touche le public féminin, c'est un truc que tous les rappeurs ont fait, donc ils se sont dit ok, nous on veut faire quelque chose de radio-friendly avec lui, donc on va appliquer cette formule. Erreur. Tu as ensuite un morceau motivation où il revient sur son parcours avec un chanteur d'R&B au refrain. Sans parler du fait que le morceau ne ressemble pas vraiment à Lil Durk, tu peux remarquer quelque chose qui dénote complètement avec les clips de drill, c'est qu'il est seul dans une pièce. Tu vois, c'est un truc que T.I. aurait pu faire ou d'autres rappeurs. En fait, le clip, c'est un petit peu comme une maison témoin, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui aurait pu correspondre à n'importe quel rappeur. Donc forcément, aussi bien visuellement que musicalement, ça ne marche pas. Tu as aussi le morceau sur lequel ils ont samplé l'intro de Rock La Familia de Jay-Z. Alors personnellement j'adore cette intro, j'adore ce morceau, mais sincèrement je ne pense pas que le public de Lil Durk ait la référence et apprécie spécialement ce morceau. J'ai l'impression que le DA c'est un vieux et il s'est fait un kiff là. Et je te parle même pas du morceau mi-drill, mi-EDM avec en featuring Logic. Je sais pas. Alors, pour être très honnête avec toi, c'est pas des morceaux horribles, c'est juste que c'est des morceaux qui lui correspondent tellement pas que le fait que ce premier album a été un flop ne me choque absolument pas. Def Jam a voulu lisser l'image de Durk pour le rendre accessible à tous, or c'est pas comme ça qu'il s'est fait connaître. Lui, il s'est fait connaître avec un mouvement qui est plutôt violent, fort, qui parle à une audience qui est justement attirée quelque part par ça, et le fait de lui avoir fait quelque chose de complètement différent, c'était évident que ça n'allait pas fonctionner. Alors perso, je n'ai pas beaucoup écouté la musique de Lil Durk dans ces années-là. Je vais laisser des experts me donner leur avis sur cette musique. Et Squid Ape, dites-moi un petit peu ce que vous pensiez de Durk dans ces années-là. Alors Squid Ape, c'est les experts de la drill de Chicago. Je vous écoute. Lil Durk sort son premier album en 2015. On rentre dans une phase assez étrange de Lil Durk selon moi. Là, Lil Durk, il a envie d'être professionnel, tu vois, carré dans tout ce qu'il fait. D'ailleurs, la cover, elle est assez bien. C'est les noms des rues, tu vois, du quartier qui constituent son visage. Il y a plein de critiques à faire, tu vois. On remarque très rapidement que Durk a perdu son identité musicale. Tu vois, c'est plus le Durk qui vient des tranchées, tu vois, qui rappe sa vie, son mal-être, toutes les phases comme ça là de Lil Durk qu'on connaît. On sent que c'est pas Lil Durk. Peut-être il avait la pression, je sais pas. Il voulait vraiment se dédouaner de la drill, de tout ce qu'il faisait juste avant pour faire un projet pro, tu vois. Il a clairement changé de style musical. Ça fait un peu pop. J'arrive même pas à donner un style musical à ce genre de musique. Mais même avec ce flop, Lil Durk est le premier rappeur de Chirac à avoir eu un single d'or avec Jeremiah. Je tiens à le signaler. C'est pas Chief Keef. Mais pour plein de fans, on l'avait perdu clairement. À mon humble avis, Lil Durk, il a été pris au dépourvu parce que l'année 2015, c'est l'année où sa clôture, l'ère drill prime, la drill du jour au lendemain a disparu, perdu son buzz, tu vois. Et moi, je pense qu'il savait plus sur quel pied danser. Tu là, enfin, t'as l'année 2016 qui est clairement la pire année de Durk. On dirait qu'il y a aucune direction artistique, il y a pas de fil conducteur et les sons sont un peu mis en vrac. Ça flop clairement. Et à ce moment-là, un bon nombre de fans ont délaissé Durk, voire même boycotté. Je pense que Lil Durk voulait être en avance sur son temps, mais il s'y prenait pas de la bonne façon. Ok, parfait, je vois mieux. Merci les gars, j'aurai encore besoin de vous pour 2-3 trucs après. Avec tous ces points négatifs, ce premier album s'est finalement soldé par un échec puisqu'il s'est placé à la 14e place du top 200 avec 27 000 copies la première semaine. Ah oui, et aussi, autre détail qui à mon avis est hyper important, il avait pas de locks. Et ouais, Lil Durk avait coupé ses locks juste avant sa signature, lorsqu'il est rentré en prison, dans la période où il a sorti sa mixtape avec DJ Drama. Et je trouve que ça a enlevé quelque chose de très fort visuellement. Alors tu vas me dire, ouais, c'est juste des locks, etc. Mais dans le monde artistique, la coupe de cheveux, l'esthétique, c'est hyper important. Tiens, je vais te donner un exemple. Imagine si Chief Keef avait coupé ses locks en 2013.
ou alors si Snoop Dogg n'avait pas de barbe. Tu vois, ça joue énormément finalement sur le succès de l'artiste. Et dans le cas de Lil Durk, justement le fait qu'il ait les cheveux courts, ça donne quelque chose de beaucoup trop classique, de beaucoup trop lissé. Et personnellement, je pense que s'il avait ses locks, les codes de Chicago, de Chirac, etc., ça l'aurait aidé en termes de popularité. Donc là, on est sur une erreur de positionnement sur tous les plans, aussi bien musicalement que esthétiquement. Et bien que ce premier album a été un flop, la maison de disques n'en avait strictement rien à foutre. Elle a recommencé encore et encore la même formule. Et à chaque fois, les résultats ont été les mêmes. Et c'est comme ça que Lil Durk a fait une longue traversée du désert. Mais malgré tout, il savait exactement ce que son audience voulait, parce qu'à chaque fois qu'il sortait des singles qui lui correspondaient plus, c'était toujours un succès auprès de son audience. I'm gonna give you an example. Just say the first time me doing Make It Out. I get so high, I put these drugs into my system. And taking them Molly World I did. Future and Wiz. Yeah, bitch, I'm rolling. All my bottles golden. Got her in his zone. They'll be like, go ahead with the Molly World record. And I'd be like, man, they want to hear this. It was just all fucked up. And they told me what to do so long, like which music to choose so long that I faked adapted to it. You know what I'm saying? Lost myself. Like. Il faut dire que dans les années 2010, les maisons de disques avaient beaucoup de mal à marketer des artistes avec un gros potentiel. Et dans la période 2013, 2014, 2015, on a quand même assisté à une grosse évolution. Et Lil Durk, en fait, a signé juste avant que cette transformation opère et que les maisons de disques commencent à de plus en plus s'adapter aux artistes. Il y a eu beaucoup d'artistes qui ont été, entre guillemets, victimes des maisons de disques. Tu as eu notamment Gucci Mane, qui lorsqu'il a sorti son 4e album, The State vs Rajik Davis en 2009, qui était censé être l'album qui allait faire de lui une superstar, eh bien ça n'a pas fonctionné parce que simplement ils ont voulu appliquer une formule qui marchait avec Lil Wayne, T.I. sur Gucci Mane. Le single Spotlight, un single avec Usher au refrain, un truc très club, très encore une fois radio-friendly qui se rapproche du single dont je t'ai parlé plus tôt de Lil Durk avec Jeremiah, eh ben typiquement c'est pas le type de single que tu vas entendre de la part de Gucci Mane. Donc c'est un morceau qui n'a absolument pas marché. Bref, c'est pas le LSD de Gucci Mane, mais c'est pour t'expliquer que ce phénomène-là, tu le retrouves assez fréquemment dans l'industrie. Et dans cette période-là, tu vois qu'il y a eu une transition et Lil Durk se trouve au milieu. Mais je dirais qu'il y a de plus en plus d'artistes à partir de 2016-2017 qui ont commencé à signer en maison de disque avec des gens en interne qui comprennent la vision des artistes et peuvent les accompagner dans leur délire sans les marketer de façon rigide comme ils l'auraient fait pour les autres artistes. Je vais te donner des exemples. Tu regardes un artiste comme NBA Youngboy, Jack Harlow ou encore Lil Nas X, c'est 3 rappeurs qui fonctionnent très bien et qui ont une communication complètement différente avec des équipes qui traitent justement leur musique et leur public de façon complètement originale. C'est pareil pour la liberté en termes de créativité. Un NBA Youngboy par exemple est libre de créer comme il entend parce que son audience à lui, c'est pas une audience des radios, c'est vraiment YouTube, c'est vraiment Internet, donc il va créer ses morceaux qui correspondent typiquement à son audience encore une fois. Et imagine une seconde s'il devait se taper des refrains de The Dream ou encore, je sais pas moi, Ty Dolla $ign, ça allait pas vraiment correspondre à l'artiste. Et j'adore les 2 chanteurs R&B que j'ai cités, mais ça ne lui correspondrait pas. Et donc on voit qu'à partir donc des années 2017, 2018 et après, qu'il y a une véritable adaptation. Ce qui correspond justement à la période à laquelle Lil Durk a pu renaître de ses cendres. Donc lorsqu'il sort de son deal en 2018, il est en mesure de reconnecter avec son audience en proposant exactement ce que l'audience souhaite. Symboliquement, il se laisse pousser les cheveux pour retourner justement aux bases et il envoie des morceaux purement street. Alors là, il est loin d'être passe-partout, même c'est plus difficile je pense pour lui de passer en radio à ce moment-là, mais en tout cas, les streams, la popularité sur internet, les retours sont positifs. Et aussi, il a bénéficié de quelque chose, c'est qu'il est revenu dans une génération où il y avait énormément d'artistes street qui cartonnaient. Donc c'était facile, encore une fois, de bénéficier justement de ce cercle vertueux qui était en train de se créer entre 2017 et aujourd'hui. C'est lorsqu'il sort le morceau Make It Out qu'il relance son buzz et les projets Sign to the Street 2.5 et Just Cause You're Waiting l'ont vraiment aidé à faire un gros comeback, simplement parce qu'il est reparti sur quelque chose de drill. Encore une fois, moi j'ai écouté les projets et c'est intéressant d'analyser l'avant et l'après, mais moi je veux savoir ce que Squid Ape en pense. La musique de Lil Durk aujourd'hui, ça donne quoi les gars? Quand on me parle de Lil Durk de 2018 à aujourd'hui, je pense surtout à sa remise en question, qui a été très importante. En fait, il a su réaliser que son ancien style de rap était trop limité pour pouvoir le propulser sur le haut de la scène. Du coup, il a ciblé des points à travailler afin de parfaire sa musique et de l'adapter aux mélodies d'aujourd'hui. Il a identifié un point fort qui est son aspect chanteur. Il utilise désormais bien plus sa voix comme un instrument de musique en montant dans les aigus afin d'être plus créatif au niveau de ses sonorités. On le surnomme The Voice. En fait, il s'érige en tant que porte-parole
paroles, de par ses mélodies, des souffrances que vivent au quotidien les mecs de la rue. Il y a autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait qu'il tente de garder son côté cru. Les nouveaux flows qu'il utilise d'ailleurs sont bien plus recherchés qu'avant. Avant, Durk kickait de manière un peu plus classique, mais aujourd'hui, il a sa manière à lui de découper la prod. J'apprécie le fait qu'il ait travaillé sur le rap et le chant, car aujourd'hui, il a su devenir très complet, mais plus important, il a su se bâtir une identité musicale. En fait, il a su insuffler une âme à sa musique, il a aussi su développer son image. Il va pas rester fermé dans le registre trap ou drill. Cette ouverture aux autres rappeurs s'est avérée payante, car il s'est tellement illustré en feat sur ces dernières années qu'il a réussi à gagner un star power et il a pu élargir sa fanbase. C'est donc à l'aide de son travail et de son ouverture musicale que Durk a pu atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, Lil Durk est au pic de sa carrière. Peut-être qu'il a encore des niveaux qu'il peut atteindre, mais pour l'instant, c'est vraiment le pic. Son nombre de streams a explosé. L'un des 10 artistes les plus streamés de l'année. Il a eu des featuring avec les plus gros artistes, Drake et Kanye West. Son album The Voice s'est hissé à la 2e place des Billboards. Ça change de la 14e place du premier. Et son projet avec Lil Baby a été classé numéro 1 des charts. Quand on voit le retour de Durk, on pourrait presque croire qu'il est de la même génération que Baby et les autres artistes que j'ai cités plus tôt. Mais non, c'est un artiste qui est arrivé en 2011 et qui a seulement fait son comeback en 2018. Comme quoi, avec beaucoup de travail et beaucoup de pragmatisme, tu peux réussir à faire un véritable comeback et avoir une carrière beaucoup plus prospère que tu l'imaginais. Par contre, un élément assez inquiétant de la vie de Durk gravite jusqu'à ce jour autour de lui, la mort. Les ambitions de Lil Durk ne se sont jamais limitées au rap. Très tôt, il a lancé son label OTF dans l'objectif de signer un maximum d'artistes et de devenir ce qu'il a déclaré dans un morceau récemment, le Jay-Z de Chicago. Et pourtant, Durkio doit faire face à quelque chose d'assez particulier que peu d'artistes connaissent comme lui, il a pu le connaître, c'est la mort. Il a eu énormément de gens autour de lui qui sont morts. Alors, je ne parle même pas des gens de son quartier parce que dès 2014, il disait qu'il avait déjà perdu près d'une vingtaine de proches dans la guerre de gang à Chicago. Donc ça, c'est déjà énorme. Là, je te parle même pas de ça, je te parle simplement des gens de son label. Il a perdu énormément de gens. King Von, déjà, qui était signé chez lui, qui est son ami proche, qui est mort l'année dernière. J'ai fait une vidéo sur lui il y a quelques mois. Nusky, son cousin, qui était rappeur, aussi connu sous le nom de OTF Nounou, qui a été assassiné il y a quelques années. Il explique d'ailleurs qu'il est mort 2 jours après avoir signé chez OTF. Récemment, il a perdu son grand frère, pareil, dans la guerre des gangs de Chicago, qui s'est fait tuer d'une balle dans la tête. Et son manager OTF Chino est mort il y a plusieurs années, pareil, dans la guerre des gangs. Et enfin, tu as l'un de ses producteurs, Turn Me Up Josh, qui est mort, mais lui, pour le coup, on ne connaît pas les raisons, mais je crois qu'il est mort de maladie. Je vais pas m'avancer. Quand ils sont pas morts, ils sont en prison. Son artiste Rando No. 9 a pris 39 ans de prison ferme. Mais comme tu peux le constater, pour construire un empire comme celui de Jay-Z, ça va être compliqué avec autant de personnes qui se sont faites assassiner. Et aujourd'hui, les artistes ont peur de signer chez lui parce que c'est comme s'il y avait une sorte de malédiction, si tu vois ce que je veux dire. Mais en réalité, c'est pas une malédiction. C'est simplement l'environnement dans lequel il a grandi et qu'il a cultivé dans sa musique, qui a beaucoup joué dans son marketing et dans sa notoriété, qui lui a permis donc de gagner une grosse audience. Et en fait, là, maintenant, il se trouve dans une situation qui est assez particulière. Les gens veulent entendre des choses violentes de sa part. D'ailleurs, dans sa musique, il avait tendance à manquer de respect à ses rivaux morts. Donc, les rivaux morts, c'est les personnes qui sont du gang adverse, les Gangsta Disciples. J'ai un petit peu expliqué tout ça dans ma vidéo de King Von, donc n'hésite pas à aller la revoir pour savoir qui sont les Gangsta Disciples et qui sont les Black Disciples, le gang auquel il fait partie. Donc il avait tendance à leur manquer de respect gratuitement dans les morceaux et ça marchait. Et donc toute cette énergie, forcément, il y a un côté entre guillemets positif. L'audience est très réceptive au shock value, à la violence. C'est aussi votre cas, par exemple. Ma vidéo sur The Killer Roy que j'ai adoré a beaucoup moins marché que celle de King Von qui est sortie il y a quelques mois. D'ailleurs, ça me fait rire dans les commentaires de temps en temps. J'ai des gars qui me disent ouais, arrête de mettre en lumière cet artiste, etc. D'accord. Mais ce que tu vas faire plutôt, c'est aller sur des vidéos où je ne mets pas en lumière des artistes gangsters et mettre des commentaires positifs et pousser plutôt ces vidéos-là plutôt que justement d'aller commenter et pousser des vidéos qui
ne te plaisent pas. Parce qu'en réalité, t'es en train de pousser cette vidéo. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Et donc justement, c'est comme disent les Américains, the gift and the curse. Donc c'est à la fois ce qui lui a permis de devenir qui il est aujourd'hui, mais en même temps, c'est ce qui risque de lui causer sa perte. Parce que récemment, il a été encore une fois victime d'une attaque. Des gens se sont introduits chez lui et lui et sa femme, comme Bonnie et Clyde, ont tiré sur les personnes qui se sont introduites chez lui, tu vois. C'est quand même assez ouf. Donc à mon avis, pour qu'il puisse progresser, il va devoir être très ingénieux parce que finalement, quand tu vois des artistes comme Lil Baby qui parlent pas forcément de violence et qui réussissent à avoir une grosse popularité, je pense que Durk peut prendre également cette voie-là et mettre un petit peu de côté ce côté drill qui au final devient nocif pour lui et son entourage et devenir le futur Jay-Z de Chicago. Qui sait, franchement. Apparemment, il fait déjà beaucoup de bien à sa ville, en termes associatifs, en termes d'argent, en termes de tout ça. Pourquoi pas devenir le Jay-Z de Chicago? Donc voilà pour ce qui est de la vidéo. Dis-moi toi ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses qu'un artiste comme Lil Durk peut connaître réellement le succès en changeant un petit peu son style, en divorçant entre guillemets un petit peu avec la drill pour proposer autre chose, ou est-ce que tu penses que c'est mort pour lui, il doit rester là-dedans s'il veut continuer à être populaire? Dis-moi tout dans les commentaires. N'oublie pas de liker cette vidéo et cette dernière vidéo. Franchement, en termes de likes, vous êtes génial. On passe à chaque fois la barre des 12 000. Pareil pour cette vidéo, j'aimerais 12 000 likes sur cette vidéo. Merci beaucoup. Les gens qui me disent ouais, demande pas des likes comme ça. Les gars, je vois les résultats quand je vous le demande. Vous le faites, c'est génial. Donc je vous demande encore une fois de me donner cette force-là et de liker cette vidéo, de la partager et de me donner votre avis sur Lil Durk, ok? Et pour les artistes de ma communauté, vous avez un lien avec un code de promotion pour Dipster. Je vais essayer de vous en proposer souvent et n'hésitez pas à me faire des retours sur ce produit. Aussi, je voulais dire un grand merci à l'équipe de Squid Dave de m'avoir accompagné dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller les suivre sur tous les réseaux. Tous les liens se trouvent dans la description. Ils sont très actifs sur Twitter, Instagram, ils ont un site internet. Les mecs sont vraiment dans le délire Chirac pour de vrai. Donc allez les suivre en masse. Bon, pour ce qui est de la suite des vidéos, rendez-vous sur le premier commentaire qui est piné. Je vous donne la date du prochain LSD, lancement du site, etc., etc. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, sur le compte de Iconic et sur mon compte perso. Je poste des photos de beaux gosses sur mon compte personnel et sur le compte d'Iconic. On fait des réels incroyables sur le hip-hop, tout ça. C'est génial, ok? Donc vous nous suivez, tout est dans la description. Nous on se retrouve très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!